Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire un update de mes dernières lectures. Ça fait un moment que j'en ai pas fait et j'ai pas mal de livres à vous présenter. Comme d'habitude, je vais m'attarder sur certains plus que d'autres en fonction de l'intérêt que je leur ai porté. Et je vais commencer avec un essai féministe, mais rassurez-vous, il va y avoir aussi de la fiction et vous allez voir, ça va être assez éclectique, notamment par rapport aux thématiques. Il va y avoir des thématiques liées au féminisme, enfin un livre lié au féminisme, un autre lié à la nutrition, un autre lié à l'histoire du Maroc et puis un autre lié aux extraterrestres. C'est un essai, c'est pas de la science-fiction, je pense pas de la fiction quoi. Et puis il va y avoir un autre roman écrit par un auteur saoudien et qui figure sur la liste pour remporter le prix de la littérature arabe pour cette année, qui est organisé par Lima. Voilà, il y a aussi les mémoires de Stephen King par rapport au métier d'écrivain, par rapport à l'écriture, et puis un livre qui vient d'être retraduit en français, il me semble, je pense qu'il peut-être qu'il fait partie de cette rentrée littéraire, je suis pas sûre. Mais vous allez voir, c'est assez inédit, donc voilà, il va y avoir pas mal de genres différents dans cette vidéo. As usual. Alors, je commence avec Balance ton corps, manifeste pour le droit des femmes à disposer de leur corps de Bertolt Borbeck, que j'ai lu il y a quelques mois. Je me mets là, comme ça je peux mettre les couvertures ici. C'est une femme que j'ai découvert grâce au podcast La Poudre, où elle avait été interviewée. C'est une femme qui est assez jeune, elle a je crois 24 ans, dans ces eaux-là. Elle est travailleuse du sexe et ce qui m'avait frappée, c'était son niveau intellectuel qui était élevé et aussi sa spiritualité qui était très élevée. Et elle avait une certaine intelligence, une certaine maturité qui était très impressionnante. Et tout ça mixé avec le travail qu'elle fait, c'était assez, voilà, c'était très intéressant pour moi à découvrir et j'avais certainement très envie de lire son livre. Elle a aussi un compte sur Instagram où elle publie un petit peu des fois certaines photos par rapport à son métier. En fait, elle est travailleuse du sexe, mais c'est pas il y a beaucoup de sadomasochisme dedans. Elle fait des spectacles où elle s'enroule dans des cordes avec des serpents. Donc voilà, c'est assez spécial, mais il faut vraiment l'écouter parler à Lorraine Bastide dans La Poudre parce que c'est assez impressionnant. J'ai lu donc l'essai Manifeste pour le droit des femmes à disposer de leur corps. C'est un essai que j'ai bien aimé. Elle revendique tout simplement le fait d'être pute. Et elle présente sa vision du monde en tant que pute. De ce point de vue là, elle décrit un petit peu quel serait le monde idéal pour elle, et voilà, elle vient un petit peu redéfinir en quelque sorte certaines notions de base, et c'est tout simplement hyper important et essentiel d'avoir le point de vue d'une personne telle que Bertolt Borbeck, par rapport à la vie, par rapport à l'existence d'un point de vue philosophique, spirituel, et puis aussi bien sûr d'un point de vue féministe. C'était très intéressant, moi je vous encourage beaucoup à le lire, donc voilà, je n'en dirai pas plus par rapport à ce sujet. Ensuite j'avais lu Comment ne pas mourir de Michael Greger, je crois que ça se prononce comme ça. C'est un livre que j'avais aussi découvert sur la chaîne de Hannah Atkins, dont je vous avais aussi parlé dans la dernière vidéo. Je vous ai mis le lien la dernière fois, je vous le remets cette fois-ci encore. En fait c'est une personne qui est végane, qui prend bien soin de ce qu'elle mange et de son corps. Elle fait pas mal de sport elle avait parlé de ce livre là, et vu que j'adore ses vidéos et que j'aime beaucoup son style de vie et sa philosophie de vie. Je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai l'impression qu'il y a des voisins qui font bouger des meubles. Mais en tout cas, elle avait parlé de ce livre et il faisait partie de ces livres qui avaient vraiment été décisifs pour elle par rapport à ce qu'elle consommait en termes de nourriture. Et du coup, je l'ai pris sur Audible et je l'ai écouté et c'était très intéressant. En gros, pour vous résumer ça, en gros, et d'ailleurs c'est une idée que je vais retrouver dans un autre des livres que je vais présenter dans cette vidéo. En gros, Michael Greger, qui est médecin, je le rappelle, nous dit que en gros on n'est pas censé tomber malade. En gros la maladie n'est pas quelque chose qui devrait arriver si on consomme les bons aliments, si on prend soin de notre corps, on n'est pas censé tomber malade.
C'est aussi quelqu'un qui vient nous dire que voilà, on devrait en tout cas pas mourir à cause d'une maladie si on s'y prend de la bonne manière. Et du coup, il vient nous indiquer un petit peu ce qu'on devrait manger, ce qu'on ne devrait pas manger. En gros, c'est quelqu'un qui nous demande d'être vegan. Même si bien sûr c'est pas une obligation et il n'insiste pas trop dessus, mais il dit que c'est très recommandé. En tout cas, ce qui est recommandé, c'est de manger des légumes, des fruits, des céréales complètes et des légumineuses. Voilà, si on peut manger des brocolis tous les jours, ce serait très bien. Si on peut manger voilà, du vert, c'est très bien. Limiter ou ne pas du tout manger tout ce qui est transformé. Donc en gros, tout ce qui est dans un paquet, dans un packaging, c'est à éviter. Voilà, et il nous donne pas mal d'astuces pour qu'on puisse surveiller un petit peu l'état de notre santé de façon assez naturelle, notamment en allant aux toilettes, à quelle fréquence tu y vas, quel est l'état des séquelles, comment tu... C'est ça, c'est comme ça qu'on les appelle. Pas les séquelles, les... J'ai oublié. Je mettrai le mot. Pas les... C'est quoi? Les selles. Vérifier l'état de ces selles je crois, hein, quand tu vas aux toilettes, voilà, à quelle fréquence, etc. Donc c'est très intéressant et je dois avouer qu'il m'avait beaucoup motivée pendant que je l'écoutais. Et pendant ce moment-là, j'essayais vraiment de manger très healthy, j'évitais les viandes, je mangeais de la viande une seule fois par semaine. Sachant que moi j'ai une carence en fer et donc c'est recommandé de manger de la viande rouge et tout, mais il t'explique un petit peu que tu peux retrouver le fer aussi dans les végétaux et il t'explique aussi parce que généralement on nous dit que le fer qui existe dans la viande c'est pas pareil que le fer qui existe dans les végétaux. C'est vrai, mais il explique ça différemment et il montre comment est-ce que on peut très bien s'en sortir en fait et être en super bonne santé en consommant plus de légumes et beaucoup moins de viande et beaucoup moins d'œufs et de lait. Voilà, et tous les produits laitiers en fait. Et moi je dois dire que quand j'avais instauré ce régime là, le fait de manger de la viande juste une seule fois par semaine, je ressentais vachement les effets sur moi et notamment sur mes humeurs. J'avais l'impression que j'étais beaucoup plus calme, j'avais l'impression que je contrôlais beaucoup plus mes humeurs, qu'elles étaient beaucoup plus égales et que voilà, c'était pas alors que d'habitude c'est comme ça. Il y a des jours où je suis top de la forme et puis des moments où c'est down et tu sais pas pourquoi, et t'es de mauvaise humeur et tout. Mais là j'avais l'impression que j'avais un bon contrôle sur la situation et voilà, c'était bien. Malheureusement je suis moins assidue depuis quelques semaines et je consomme du sucre. Voilà, mais en tout cas c'est un bon livre et ce sont des informations bonnes à avoir et n'empêche que même si je suis moins assidue qu'avant, n'empêche que j'essaie quand même de faire mes courses de façon intelligente et d'essayer de manger plus chez moi qu'à l'extérieur et d'essayer de cuisiner plus de brocolis, de légumes, etc. Enfin bref, moi je recommande. Je l'ai écouté, ouais, je l'ai écouté en français, je crois pas en anglais, je me rappelle plus, mais je crois que je l'ai écouté en français, je crois. Ensuite, alors, je vais parler plutôt, avant de passer au livre sur les aliens sur lequel je risque de m'attarder, qui va être assez bizarre. Je vais plutôt parler de celui-là, de l'essai de Abdel Alaoui, les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain. J'en ai lu la moitié. C'est une thèse de Abdel Alaoui. J'avais très longtemps envie de découvrir cet auteur et de lire en fait un petit peu ce qu'il a produit. Et dans ce livre-là, il nous parle en fait un petit peu des notions de base. Je pense que j'ai parlé de ce livre quand même en 2017 ou en 2016, où j'avais dit que j'allais les lire et finalement il a fallu tout ce temps pour que je m'y mette. J'ai ressenti le besoin de le lire à un moment où la situation politique au Maroc n'était pas très rassurante, on va dire, pour moi, et où j'avais ressenti le besoin de comprendre mieux en fait le Maroc et son histoire, parce que je dois dire que même si je suis née, j'ai toujours vécu au Maroc, même si on nous a enseigné l'histoire du Maroc quand on était en primaire, collège, lycée, je vous avoue que mes connaissances sont très limitées et je trouve que ce qu'on nous enseignait c'était pas, je sais pas, j'ai l'impression qu'on était trop jeune pour ça. Et je trouve aussi qu'au Maroc on n'a pas suffisamment de traces historiques dans notre
dans notre environnement urbain, rural, je sais pas, j'ai l'impression que l'accès à notre histoire c'est pas évident. Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai. Si on veut avoir accès à notre histoire, j'ai l'impression qu'il faut fournir un certain effort. C'est pas quelque chose qui est accessible partout, il suffit de tendre la main pour y avoir accès. Ça, c'est aussi une remarque que j'avais faite quand j'étais partie en France pour la première fois, enfin, en tant que personne majeure. Je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais tellement frappée de voir les traces de l'histoire de France et d'Europe, etc., un petit peu partout, dans les musées, dans les églises, dans les rues, dans les monuments, vraiment partout. Et ça m'a frappée, parce que j'ai réalisé qu'il y avait un grand manque en comparaison chez nous, qu'il n'y avait rien en fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien. Et du coup, j'avais très envie de le lire et je l'ai lu et j'ai pas du tout été déçue. Il nous parle un petit peu, alors déjà il a fixé la période, c'est de 1830 à 1912. Il explique dans l'introduction pourquoi il a choisi cette période-là, c'est une période assez spéciale au Maroc. C'était avant l'occupation d'Algérie, je crois, je sais plus. Mais en tout cas, il explique pourquoi il a choisi cette période-là. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il nous présente le Maroc de cette époque de différents points de vue. C'est-à-dire qu'il commence vraiment avec le B.A.B.A, c'est-à-dire d'un point de vue un petit peu anthropologie, d'un point de vue comment ils s'habillaient les gens du Maroc entre 1830 et 1912, comment ils s'habillaient, qu'est-ce qu'ils consommaient, quels étaient leurs rapports à la terre, à l'agriculture, dans différentes régions, quelles étaient les langues qu'ils parlaient et ainsi de suite, quelle était leur culture, est-ce qu'il y avait déjà différentes classes sociales, c'était lesquelles, quelle était leur façon de réfléchir, c'était comment en fait quelle était leur éducation, comment était leur vision du monde, enfin c'était vraiment hyper intéressant. Là je regarde un petit peu les chapitres pour me rappeler un peu de quoi il parlait, voilà. Et donc au début on a une grande partie que j'ai lue, donc la première partie du livre, ça s'appelle le système marocain. Et donc il commence avec les bases de la société marocaine. Il nous parle du peuple, comment il était, quel était le costume, l'alimentation, etc. Donc comme je disais. Après il nous parle du marché économique marocain, quelle était la monnaie, quels étaient les moyens de communication, quelles étaient les migrations entre les régions. Et puis il parle du territoire marocain, comment c'était divisé et ainsi de suite, comment étaient les qabaïl, je crois, c'est quoi en français, les tribus, voilà, qui constituaient le Maroc. Ensuite il va parler à un deuxième grand chapitre qui était hyper intéressant pour moi, c'est tout ce qui concerne le roi et le gouvernement, sachant qu'à l'époque il y avait le sultan et puis est arrivé le roi. Il nous explique, il nous parle un peu de qui étaient ces rois et ces sultans. Il nous parle de comment se faisait la Béa qui est une cérémonie où l'on va porter, comment on dit ça, allégeance, je sais plus, au sultan, au roi, enfin pour une certaine catégorie du peuple qui va pour dire que voilà, il accepte que cette personne règne sur le pays. Enfin c'est une culture qu'on a héritée de la période de l'islam, du prophète il me semble. Donc il parle de la bay'a, il parle de comment ça se passe. Et là dans un autre chapitre il va nous parler enfin, parce que moi ça m'intriguait vachement, il va nous parler du merzen. Le merzen c'est quoi, parce que moi franchement j'entends toujours parler merzen, mais je suis incapable, enfin j'ai une idée de ce que c'est mais je peux pas dire avec certitude exactement ce que c'est. Donc lui il va nous parler de merzen et comment c'est apparu. Le merzen est essentiellement constitué de l'armée et de la bureaucratie. Et donc il va faire un zoom sur ça, l'armée, la bureaucratie, le pouvoir de chacune des deux en fait dans ce fameux merzen. Pour ceux qui connaissent pas le Maroc, et j'espère ne pas trop me gourer, mais le merzen on en parle, moi en tout cas je parle de mon expérience en tant que marocaine, voilà, le merzen, j'ai toujours eu l'impression que c'était une entité un petit peu mystérieuse qui régnait sur le pays, qui avait beaucoup de pouvoir, mais mais le sujet reste toujours très vague. Donc on sait que c'est le pouvoir, c'est le gouvernement. On se doute un petit peu que c'est les militaires, on se doute un petit peu que c'est un système de surveillance, on se doute de plein de choses, mais on n'a pas vraiment
d'informations très concrètes, comme je disais, très accessibles. Enfin, c'est devenu une sorte de, fait partie de notre jargon, c'est le système, voilà, on dit que le Makhzen c'est le système qui dirige un peu le Maroc, mais on ne sait pas trop, enfin pour moi ça a toujours été très flou, donc j'étais très contente de voir ici l'origine du Makhzen et de savoir déjà que c'est constitué officiellement, enfin de deux grandes entités, c'est l'armée et la bureaucratie, et c'est pas rien. Voilà, et après il nous parle un petit peu des différentes hiérarchies dans la société marocaine, hiérarchie de pouvoir en fait. Bien sûr, je ne parle pas de la monarchie, du roi, du sultan, etc. Mais il vient nous parler un petit peu de qui sont Sherfa. Les Marocains vont savoir de quoi je parle, qui sont Sherfa, qui sont les ulama, donc les savants religieux, scientifiques, etc. Qui sont l'Ayan, qui sont le Khassa. Le Khassa, ça veut dire privé, ça veut dire une petite, comment on va dire, un petit cercle, voilà, très proche du pouvoir central. Donc il vient en fait, moi je connaissais pas ces différents niveaux hiérarchiques, et après il vient nous parler du pouvoir sultanien, sachant que quand il parle de ces différents ordres, différentes hiérarchies, il nous fait vraiment des fois des dessins avec des schémas, il nous montre genre le sultan est là, il est entouré par ça, et puis et l'autre cercle plus large, voilà. Et quel est le pouvoir des sharfa, quel est le pouvoir des ulama, qui est un alim, qui est un sharif. Voilà, est-ce que n'importe qui peut venir en fait, sharfa, généralement, ce sont des gens qui disent qu'ils sont des descendants directs du prophète de l'islam. Et donc, ils peuvent aspirer à certaines, je sais pas, genre, ils sont très élevés spirituellement et ça leur donne certains droits, certains pouvoirs. Beaucoup plus dans la communauté, dans la conscience collective en fait de la communauté, plus que quelque chose d'officiel. Enfin c'était ça ma première idée de la chose, mais là je découvre que même officiellement ils ont un certain pouvoir, justement ces Sherfa. Mais lui il vient pour décrire quelles sont les conditions pour l'être, est-ce que n'importe qui peut juste venir et dire ah moi je suis Sherif ou Sherifa, etc. Et il montrait un petit peu, il donne des exemples de certains procès qui ont lieu justement au 19e siècle, c'était super intéressant à voir, de certaines personnes qui se réclament Sherif ou la Sherifa, et au final on sait que c'est pas vrai ou voilà, et on leur fait un procès par rapport à ça. Donc c'était, franchement c'est un livre qui était hyper intéressant, hyper passionnant, j'ai adoré le lire et il est plutôt accessible. Il a écrit à l'origine en arabe, donc je sais qu'il existe aussi en arabe, j'avais essayé de lire en arabe mais c'était assez compliqué. Du coup finalement heureusement qu'il a aussi été écrit en français, du coup j'ai pu le lire en français, c'était cool. Il parle après avoir parlé de tous ces ordres, il va parler du pouvoir sultanien, donc c'est cool. Et là après il va y avoir un troisième grand chapitre qui s'appelle Siba. Et le chapitre s'appelle d'une certaine Siba. Deux points, les pouvoirs locaux. Siba, c'est un autre terme qui fait partie de notre jargon national, mais il est devenu justement, il s'est fondu un petit peu dans notre culture et c'est devenu un terme très familier sur lequel, enfin, personnellement je n'ai jamais trop réfléchi pour savoir ce que ça veut dire Siba et s'il y a un sens politique derrière ce terme là. Généralement quand on dit Siba ça veut dire quelqu'un, c'est un petit peu la mauvaise définition de l'anarchie, qui veut dire que on fait ce qu'on veut, même si on sait que l'anarchie ne veut absolument pas dire faire ce qu'on veut. Mais voilà, dans notre compréhension, c'est ça. Quand on dit Siba, c'est voilà, tu fais ce qu'il veut, ah ouais, Siba, genre voilà, il n'y a pas de règles, la personne ne respecte aucune loi, elle fait ce qu'elle veut. Et donc lui, il vient, il nous explique ce que veut dire Siba. Et pour parler de Siba, il parle de quoi? Eh bien, il parle de certaines révoltes qui ont lieu dans différentes régions du Maroc. C'était super intéressant aussi à lire et à découvrir ces différentes révoltes qui se sont déclenchées, comment ça a été contrôlé par le Makhzen finalement et les systèmes. Parce que c'est vrai qu'au Maroc il y a une certaine particularité, on dit souvent qu'il y a plusieurs Maroc dans le Maroc, tellement il y a une diversité qui est très riche, il y a plusieurs tribus, plusieurs ethnies je crois, sans vouloir utiliser le mot à tort et à travers, mais voilà, genre il y a les Arabes, il y a les Amazirs, et j'imagine à l'intérieur de ces catégories il y a d'autres sous-catégories, mais pour dire que voilà, on sait que les gens du Nord, on a les gens du Nord, les gens de l'Est, les gens de Dakhil, donc qui sont de l'intérieur, qui sont pas sur la côte, puis les gens du Sud et du Sahara, etc.
Donc c'est vraiment différentes cultures, des fois c'est carrément différents dialectes et c'est carrément différentes vraiment cultures, même genre culinaires. Par exemple, moi je suis originaire, enfin mes deux parents sont originaires de Figui, qui est une région à l'extrême est du pays, qui est dans les frontières avec l'Algérie. Je peux vous dire qu'on a des coutumes culinaires que les autres Marocaines ne connaissent absolument pas. Ils n'ont jamais entendu ce nom, ils n'ont jamais vu ces plats. Et pour nous c'est pareil, il y a des plats qui sont très connus dans le Maroc, que moi j'ai découvert à 21 ans, comme le fissa, parce que tout simplement chez nous ça n'existe pas. Chez nous on a autre chose, un autre plat qui est fait avec brérir et jilbana. Là je m'adresse directement aux Marocains, peut-être les Algériens, enfin bref, mais qui n'est pas du tout connu par les autres. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il y a une grande diversité. Et là, il vient aborder ce sujet-là. Il aborde les différentes révoltes qui ont vu le jour. Et en fait, quand il dit les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, quand il dit le nationalisme marocain, c'est pas le patriotisme. Parce que moi, au début, j'avais cru que c'était ça. En fait, comment est né ce sentiment de patrie Mais en fait, c'est pas ça. Lui, la question qu'il pose, c'est plutôt... c'est quand est-ce que le Maroc est devenu le Maroc? Quand est-ce que ces tribus n'étaient plus des tribus divisées, mais quand est-ce qu'on s'est senti marocaine? Quand est-ce que la nation du Maroc est apparue et comment en fait, et comment ça s'est passé? Donc c'est hyper intéressant. Je suis juste je trouve ça juste trop dommage qu'on ne le voit pas suffisamment à Al-Aroué parce qu'il est toujours en vie. Mais moi je n'ai jamais vu ni une conférence sur lui ni une communication. Peut-être qu'il est âgé maintenant et qu'il n'est plus très actif, mais je trouve toujours ça dommage de ne pas capitaliser sur quand même de grosses pointures comme Al-Aroué au Maroc. Donc voilà. Du coup il vient, il parle de Siba et là il va... Après les révoltes urbaines, il va nous parler des différentes zawiyas, des différentes tribus. Franchement c'était très intéressant. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est très riche. J'en ai lu la moitié et l'autre moitié ça s'appelle le système en crise. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, je vais attendre une autre le bon moment pour le lire et je le ferai. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à Al-Aroué. Si j'ai une chose à dire, si vous êtes marocaine, lisez-le parce que je trouve que c'est toujours super intéressant. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu l'histoire qu'on ne nous a pas enseignée et franchement c'est cool. Voilà, et je vais m'arrêter là pour cette partie de la vidéo parce que je vais pas faire une vidéo de 40 minutes, donc je vais faire ça et puis je publierai une autre vidéo pour vous parler des autres livres dont je vous ai parlé en intro. Voilà. Et aussi parce que je suis fatiguée. Parce que je suis fatiguée de trop parler. J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu et intéressé. Et peut-être au cours de la semaine, je publierai l'autre partie de cette update lecture avec les mémoires de Stephen King, le livre sur les aliens sur lequel j'ai aussi envie de beaucoup m'attarder, et aussi la fiction et un autre livre je crois de cette rentrée littéraire. Donc voilà, je vous souhaite de passer un bon week-end, probablement une bonne semaine le temps que cette vidéo s'upload et je vous dis à très bientôt.